Au moment où je me suis engagé, l'essentiel de mes connaissances sur le corps des Marines des États-Unis consistait presque entièrement en ce que j'avais appris en regardant le film Full Metal Jacket. Tout ce que je savais, c'est qu'être un Marine signifiait quelque chose. Je ne pouvais pas l'expliquer. C'était juste une évidence. Ce n'est qu'à l'entraînement de base que j'ai commencé à comprendre pourquoi. Depuis 1775, lorsqu'une bande de voyous ivres dans un bar de Philadelphie, appelé Tom Tavern, ont eu l'idée, les Marines américains se sont distingués dans certains des conflits les plus brutaux au monde. De la célèbre bataille de la Première Guerre mondiale, de Belleau Wood, où leur apparence terrifiante pendant les attaques au gaz a poussé les soldats allemands à les appeler Devil Dogs, jusqu'à Guadalcanal, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa, le réservoir de Chosin, et d'innombrables autres désormais gravés dans l'histoire du corps des Marines. Lorsque je me suis engagé, il y avait une génération plus récente d'histoires de guerre et de héros qui devenaient les nouvelles légendes. Des gars avec de multiples déploiements consécutifs au Moyen-Orient après le lancement de la guerre contre le terrorisme, à en juger par leurs rubans. Beaucoup d'entre eux avaient vu le combat, et certains avaient été témoins des combats les plus violents en Afghanistan et en Irak. Avec les vétérans d'Irak en particulier, 2 lieux viennent à l'esprit, Falloujah et, peut-être encore plus brutale, la ville de Ramadi. De 2004 à 2006, Ramadi gagnerait la réputation de ville la plus meurtrière d'Irak. Au cours de 2 grandes batailles contre les insurgés et de dizaines d'escarmouches plus petites, la ville revendiqua la vie d'au moins 144 soldats de l'armée américaine et de Marines et blessa des centaines d'autres. Au moins 8 soldats britanniques et un nombre inconnu d'Irakiens alliés furent également tués dans les combats. Les vétérans de combat ne se vantent généralement pas de ce qu'ils ont traversé, du moins ceux que j'ai rencontrés. Peut-être qu'ils se demandent simplement comment ils ont réussi à rentrer vivants. Et à Ramadi, ce n'est pas surprenant. Les attaques constantes de snipers, les IED, les embuscades, le combat bloc par bloc, maison par maison. Combien d'entre nous peuvent te dire qu'ils pourraient supporter cela? Mais ce sont des histoires de temps de guerre, où les récits ne concernent pas seulement le combat, mais aussi les choses étranges, vues et entendues, dans des endroits où le sol est taché d'un rouge sombre. Si vous demandiez aux hommes dans les récits suivants, Ramadi n'était pas seulement rempli d'insurgés ennemis, il était plein d'autres choses, peut-être quelques fantômes inoffensifs, mais possiblement quelque chose de bien pire. Voici The Smoke Pit, et voici de vraies histoires de choses étranges à Ramadi. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai de sacrées vibes Miami Vice dans cet endroit. Poste de police, mon cul. Plutôt une maison de torture. Cet endroit me fout les jetons, mec. Peux-tu imaginer si ces murs pouvaient parler? Ça doit être l'endroit où la Gestapo de Saddam t'attachait avant que personne n'entende plus jamais parler de toi. Ouais, ces douches étaient violentes. Tu as vu ce qu'il y avait sur les murs? Comme je l'ai dit, c'est vraiment malsain. C'était quoi ça? J'en sais foutrement rien. En parlant de murs qui parlent, ça venait des douches, non? Ouais, mais c'est impossible. On vient de fouiller tout l'étage. Il n'y a personne. Regarde, ne me regarde pas comme ça. Pas question que je retourne là-bas, vérifier. 31, ici, 32. Terminé. Envoyez votre message. 32. Est-ce qu'on pourrait avoir des patrouilleurs envoyés à notre poste? Terminé. Cette première histoire m'a été envoyée par un vétéran des Marines sous le nom de Clay Tom. Alors qu'il servait avec le 5e régiment des Marines à Ramadi, Clay et son peloton étaient empostés dans un des postes de police de la ville. Il s'avéra que le bâtiment avait un passé sombre, ce qui aurait pu attirer l'attention de quelque chose d'étrange. J'étais avec le 1er bataillon, 5e Marines en 2005. J'étais à Ramadi, en Irak, pour ma 3e mission dans le pays. Pendant mon séjour, nous devions monter la garde dans un ancien poste de police irakien et son secteur de détention. En entrant par la porte principale de la prison, il y avait ce que je décrirais comme un bureau d'enregistrement des années 1970. Il y avait un bureau contre le mur,
et à gauche du bureau, une sorte de chaise de détention avec des sangles et des menottes. Derrière le bureau se trouvaient 3 classeurs, un distributeur d'eau, et sur le mur un vieux tableau en liège avec des bulletins et mises à jour policières. Alors vous quittez la salle d'enregistrement, prenez à droite, et il y avait un long couloir. Tout dans cet endroit était peint dans ce bleu-vert, industriel étrange des années 1950. Le couloir était très long, enfin, c'est l'impression que j'en ai aujourd'hui. Au bout du couloir, sur la gauche, il y avait une porte, et derrière cette porte se trouvait une pièce très étrange, avec un plafond surélevé d'environ 30 cm par rapport au couloir. Ça me rappelait les douches qu'on voit dans un vestiaire de gym, mais en concept totalement ouvert. Mais ce qui était vraiment perturbant, c'étaient les chaînes et les entraves fixées au mur. Et mec, l'odeur de cette pièce, cette odeur métallique du sang, elle était si lourde que vous pouviez presque la goûter dans l'air. Nous avons braqué nos lampes torches vers les caniveaux et avons vu ce qui ressemblait à de sombres taches de sang, et je pense, des morceaux de peau morte et des touffes de cheveux autour des drains et sur les chaînes. Je suis désolé pour tous ces détails dégoûtants. C'est juste que je me demande souvent si ce que nous avons vu cette nuit-là était réellement réel. Alors je voulais décrire la scène du mieux possible. Je crois que c'était en février ou en mars. En tout cas, c'était au début de notre déploiement, et les nuits étaient un peu fraîches. Ce soir-là, j'étais au poste Alpha, à la mitrailleuse, dans le poste de police. C'était un service de 12 heures, de 19 heures à 07 heures, et j'étais avec un autre marine que nous appellerons Jim. À un moment de la nuit, Jim et moi avons commencé à entendre ce qui ressemblait au cri d'un homme hurlant en arabe. Aucun de nous ne parlait un mot d'arabe, mais on n'avait pas besoin de comprendre la langue pour savoir que ce gars souffrait atrocement. On pouvait entendre le gargouillis dans sa voix, comme s'il étouffait dans son propre sang. Nous étions un peu terrorisés, alors nous avons appelé des patrouilleurs. À notre surprise, ce furent un sergent et notre lieutenant qui arrivèrent. Nous avons expliqué au lieutenant les hurlements, qui avaient été continus jusqu'à l'instant précédent leur arrivée. Ils ont probablement pensé que nous imaginions des choses. Et pendant un moment, j'ai moi-même cru devenir fou. Mais soudain, les cris reprirent. Je me souviens que notre lieutenant sursauta et dit « C'était quoi ça ?» Jim et moi lui avons dit que c'était exactement ce qu'on entendait. Alors le lieutenant me choisit pour faire une fouille du bâtiment avec lui. Avant que le lieutenant et moi entrions dans le poste, Jim me lança son fusil Benelli calibre 12, bien plus adapté au combat rapproché. Je vérifie qu'il y a une cartouche chambrée et nous y allons. Je passe en premier, lampe allumée, et nous nettoyons la salle d'enregistrement avant de progresser vers le long couloir menant aux douches. Et c'est là que c'est arrivé. Dès que ma lampe a illuminé l'embrasure de la porte menant aux douches, c'est comme si l'air changeait. C'est difficile à décrire. C'était plus que quelque chose que l'on ressent physiquement. Pas comme entrer dans une pièce froide. Je le sentais. C'était comme si tout mon corps savait que quelque chose n'allait pas. Le lieutenant était juste derrière moi, et en avançant vers la porte, je me retourne et je vois son visage. Je pouvais dire qu'il ressentait exactement la même chose que moi. Bien sûr, je devais entrer en premier dans cette salle de douche, puisque j'avais le fusil. Alors je prends une grande inspiration et j'entre. Les douches faisaient environ 9 mètres de long sur 3 mètres de large. Une pièce longue et étroite, au plafond haut. Je balayais la pièce avec ma lampe fixée sur le fusil. Et lorsque j'ai atteint le coin du fond, c'est là que je l'ai vu. 2 grands yeux rouges flottant dans l'obscurité, à au moins 2,50 m du sol. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il donnait l'impression d'être canin, mais juste ça, une paire d'yeux distincts, flottant dans l'air au fond des douches. Et j'ai remarqué que même si je braquais ma lampe directement sur l'endroit où se trouvaient les yeux, c'était comme si le faisceau ne pouvait pas pénétrer une zone d'obscurité autour des yeux. Donc, c'était comme si quelque chose était là. Cette masse noire, solide, plus sombre que tout ce qui l'entourait, mais complètement opaque.
Et alors que toutes les alarmes se mettaient à hurler dans mon cerveau, je jure que je l'ai entendu respirer et renifler. Je l'ai senti aussi. La pièce elle-même était glaciale. Et soudain, il y eut ce souffle chaud et humide qui nous atteignit. Alors tout en moi hurlait « Tire-toi d'ici, maintenant !» Je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai murmuré au lieutenant qu'on devait sortir de cette pièce immédiatement. Et je l'ai entendu commencer à reculer lentement vers la porte. Il n'a pas dit un mot, il a juste commencé à reculer. Et c'est là que j'ai su clairement qu'il voyait cette chose lui aussi. Je commence à le suivre, et je fixe cette chose sans cligner des yeux. Et presque inconsciemment, je m'entends commencer à prier Jésus de me protéger. Nous quittons les douches et avançons vers l'avant du bâtiment pour sortir de la station. Il a une main sur mon épaule pour me guider autour des obstacles, car tout ce temps je fais marche arrière, gardant mon fusil braqué sur la porte des douches. Je m'attendais complètement à ce que cette chose sorte et nous fonce dessus. Heureusement, ça n'est pas arrivé, et nous sommes sortis du poste. Musique. Quand nous sommes sortis et revenus au poste Alpha, le lieutenant s'est tourné vers moi avec un drôle d'air et m'a dit « C'était quoi, ça ?» J'ai secoué la tête et je lui ai dit que je n'en étais pas sûr. Enfin, je pensais savoir ce que c'était, mais je n'allais certainement pas dire à ce lieutenant que je croyais qu'on venait littéralement de voir un démon. Il s'est tu un moment. Il semblait réfléchir à quelque chose, puis il m'a dit de faire quelque chose que j'ai trouvé étrange. Il m'a dit que je devais faire mon rapport en disant que le bâtiment était clair et que nous n'avions pas trouvé la source des hurlements. Je ne voyais aucune raison d'argumenter. Donc j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai envoyé le rapport. Je suis retourné à mon poste et ai raconté à Jim ce qui s'était passé. Je lui ai dit que ce serait probablement une bonne idée de ne plus jamais entrer dans ces douches. Pour autant que je sois concerné, cet endroit était mauvais. Et ce n'était que ma première nuit au poste Alpha. Je n'ai jamais revu ce lieutenant. Je n'ai jamais su son nom. J'ai demandé un jour à mon staff sergent à son sujet, et il m'a dit que le lieutenant avait été renvoyé aux États-Unis pour une urgence familiale. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Plus je restais au poste Alpha, plus les choses étranges semblaient arriver. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme des sacs de sable de 90 kilos, projetés par quelque chose qu'on ne voyait pas, ou des silhouettes d'ombres noires que nous voyions se déplacer près de la porte avant. Donc ce n'était pas toi? Oh mec, j'étais ici à surveiller la rue. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La porte a claqué toute seule. Ouais, j'étais juste en train de me reposer dans la pièce du fond. Et la porte a claqué d'un coup. Ça m'a foutu une de ces peurs. J'ai vérifié la pièce et le couloir, mais j'ai vu personne. Flippant. Je sais pas, mec. Probablement juste le vent. Ouais, sûrement. Mais tu sens du vent passer ici? Non, je sais pas, mec. Cet endroit est juste bizarre. Peut-être que c'était un de ces Irakiens. Tu l'as vu, pas vrai? Hein? Ouais, je crois. C'était quoi, ça? Les deux histoires suivantes ont d'abord été soumises au projet Tales from the Grid Square de Nick Horton. Le premier témoignage vient d'un soldat de l'armée américaine qui se trouvait en surveillance à Ramadi, un poste de routine qui devint soudain tout sauf ordinaire. Ramadi, Irak, 2005. Mon équipe et moi logions dans cette maison pour surveiller les intersections près de la mosquée de Saddam. J'avais été éveillé toute la journée à coordonner la mission de la nuit. Donc quand nous arrivons, je suis déjà épuisé. Mais en entrant dans la maison, on ressent immédiatement un malaise. Quelque chose dans cet endroit n'allait pas. Et même si personne n'a rien dit, on voyait bien que tout le monde était mal à l'aise. Le fait qu'on ait vu ce qui ressemblait à des corps, entassés sous de grandes plaques de carrelage, ça n'a pas aidé. Mais on a ignoré ça et pris nos positions. J'ai dit à mon ATL, mon assistant chef d'équipe, de prendre le commandement pendant que je dormais un peu. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Sean, c'était toi? Qu'est-ce que tu fous à claquer les portes? Sean, je te jure que j'ai zéro patience pour ça, là. Sean,
T'es où? Bonjour. John. Il était environ 3 heures du matin, quand la porte à ma gauche a claqué, me réveillant instantanément. J'ai demandé à mon équipe si quelqu'un était passé par là, mais tout le monde était à sa place. Je me suis levé pour vérifier la porte en question, mais elle était verrouillée. J'ai fouillé la pièce et cherché un signe d'intrusion, mais tout semblait normal. J'ai laissé tomber, et comme je n'arrivais plus à dormir, j'ai pris mon poste d'observation dans l'escalier avec un camarade. Nous étions sur le premier palier. Lui regardait par la fenêtre. Moi, je surveillais l'escalier. En pleine conversation, nous voyons tous les deux la même chose. Une femme traverse le rez-de-chaussée. Elle avait de longs cheveux noirs, et à part ses cheveux, elle était blanche, complètement blanche. Ses vêtements étaient d'un blanc éclatant. Du bas de l'escalier à son emplacement, il y avait environ 1,50 m. Donc nous savions très bien ce que nous avions vu. Et pourtant mon camarade se tourne vers moi et me demande si j'ai vu la dame en blanc. J'ai ri un peu et j'ai dit oui. J'ai ensuite essayé d'expliquer rationnellement. C'était une nuit venteuse, les palmiers bougeaient, mais aucun ne pouvait projeter une ombre ressemblant à ce que nous avions vu. Après la fin de l'opération, nous sommes retournés au camp Ramadi. Apparemment, la rumeur de notre expérience flippante s'était déjà répandue dans le peloton, car dès qu'on est arrivé à notre baraquement, tout le monde nous demandait ce qu'on avait vu. C'est là que je leur ai parlé de cette femme, en blanc, aux longs cheveux. Il s'avérait que nous n'étions pas les seuls à vivre des choses bizarres dans cette maison. Un autre camarade m'a dit que lorsqu'il dormait sur un fauteuil inclinable, il avait senti quelqu'un lui saisir les épaules et le tirer en arrière. Et en levant les yeux, il avait vu une silhouette noire, aux yeux blancs, le fixer. Les Arabos auraient probablement appelé cela un djinn. Il a eu si peur qu'il s'est enfui immédiatement. Notre opérateur radio est tombé sur lui et lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a fait semblant, a dit qu'il s'étirait. Les gars, affectés à la sécurité du portail, ont aussi dit qu'ils sentaient quelqu'un les frôler par derrière. Je ne peux pas m'empêcher de penser au corps que nous avions vu sous les carreaux brisés. Des choses vraiment horribles ont dû se produire dans cette maison. Un véhicule approche par l'ouest, on dirait une berline blanche, et le voilà reparti. On peut parler d'une nuit tranquille, tranquille pour l'Irak. Bon, les gars, je vais pisser. Ah oui, ça me rappelle le moment où on a dû ramper 10 mètres juste pour aller pisser. Hein? Un pote marine m'a dit qu'ils étaient 4 à pisser dans un seul porte-à-potty en même temps. Laissez les marines s'en faire une compétition, sérieux. En parlant de compétition, je parie que j'ai toujours la plus grosse. Quoi? Tu t'es coincé dans ta braguette? Pire, je crois qu'on est compromis. Quoi? Comment? Il y a un gamin dehors. Un gamin? Ouais, il est apparu de nulle part. Cette dernière histoire a été soumise par un soldat qui montait la garde en périphérie de Ramadi. Alors que beaucoup des spectres et phénomènes étranges vus en Irak concernent des silhouettes sombres et des entités inhumaines, ce soldat rencontra quelque chose de bien plus mystérieux. Un enfant qui, peut-être, n'était pas vraiment un enfant. Mon équipe et moi faisions de la reconnaissance pour une grande offensive à Ramadi. Nous étions près de ce grand lac à l'est de la ville, au sud de Fallujah. Je ne me souviens plus du nom. Habbania, un truc comme ça. Il est vraiment grand et impossible à manquer. Bref, il fait nuit et nous sommes installés à environ 700 yards de l'autoroute, en train d'observer les mouvements, ce genre de truc. C'était calme. Enfin, aussi calme que pouvait l'être l'Irak à l'époque. Donc, mon pote s'éloigne en rampant pour aller pisser, pendant que le reste d'entre nous garde les yeux ouverts. Il marmonnait une blague au sujet de son énorme engin, et puis, il s'arrête net. Je me souviens que j'ai trouvé étrange la façon dont il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Alors je lui dis « Quoi? Tu t'es coincé dans ta braguette ?» Je savais très bien que nos pantalons avaient des boutons, pas des fermetures éclairs, mais bon. Il rampe vers moi, m'attrape la cheville et chuchote « Il y a un gamin là-dehors. » Je ne le croyais pas jusqu'à ce que je regarde. Et ce gamin est juste là, debout, dans le clair de lune, aussi visible que si c'était le jour.
J'appelle mon chef d'équipe à la radio. Je pense que notre couverture est grillée. Je lui explique la situation et il me dit « Il sait que vous êtes là ?» Et je réponds « Je crois pas. Mais il est juste au-dessus de nous. » Le chef d'équipe dit « Attrapez le gamin et ne le laissez pas filer. » Alors, on le fait. Le gamin ne s'est pas débattu. C'était comme si ça ne lui faisait rien, ou comme s'il s'attendait à ça. Il a juste levé calmement les mains, et mon pote l'a fouillé, sécurisé, attaché avec des colliers de serrage, et l'a amené à notre cache. Notre chef d'équipe essayait d'obtenir le poste de commandement tactique à la radio pour signaler la situation. Ils nous ont conseillé de dégager et d'exfiltrer. Alors, on commence à tout démonter et à tout emballer. On se prépare à partir et je demande « Et le gamin ?» Le chef dit « Emmenez-le ». Alors je le prends et on y va. On marche aussi vite que possible vers le lac, qui est à environ 1 mile. On a parcouru environ 300 à 400 yards de notre position initiale et on pose un genou à terre dans des palmiers et des buissons pour s'assurer qu'on n'est pas suivi. Le chef décide qu'on est assez loin de notre première zone, donc on va couper en direction du Grand Canal qui traverse Ramadi et rejoint le lac. Il dit qu'on pourra suivre le canal jusqu'au point de rendez-vous et l'utiliser comme couverture pour avancer rapidement. Mais quand je me retourne pour attraper le gamin, il avait disparu, littéralement volatilisé. Il n'y avait aucune trace qu'il ait jamais été là, à part 2 colliers de serrage sur le sol. Pas de bruit, pas d'empreinte, et les colliers étaient encore intacts, juste posés là. C'était comme si ce gamin avait littéralement disparu dans l'air. Je sais pertinemment que 7 autres gars l'ont vu et que plusieurs ont interagi physiquement avec lui. Aucun de nous n'a imaginé ce gamin. Il était là. Mon binôme était complètement secoué. Il avait ses lunettes nocturnes et balayait les environs pour le retrouver. À ce moment-là, on était assez loin de notre première position, et il faisait trop sombre pour que qui que ce soit puisse nous voir. Donc, on a passé quelques minutes à chercher ce gamin, mais il n'y avait aucune trace, nulle part. Le chef met fin à la recherche, et on se tire de là. Quand on est retourné au camp, on a commencé à parler de ce qu'on avait vu. Ce qui nous a vraiment foutu les jetons, c'étaient les colliers encore intacts. Si le gamin n'avait jamais vraiment été là, comment ces colliers étaient-ils arrivés jusqu'à nous et comment étaient-ils encore attachés? J'étais tellement proche de lui que s'il avait tenté de s'en libérer, je l'aurais forcément senti. Alors qu'on en parlait, un gars du renseignement S2 nous entend. Il s'approche et dit « Ça ressemble à un djinn. » Et on est tous là. C'est quoi, un djinn? Il répond « Tu sais, le génie dans Aladdin, c'est un djinn. » Fidèles à nous-mêmes, on lui dit qu'aucun de nous n'a frotté de lampe. Il secoue la tête et dit « Non, 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 ça c'est des conneries. » Puis il dit « Un djinn est un esprit errant. Il peut être bon ou mauvais, mais il y en a ici. » On le regarde tous et quelqu'un lui demande « Alors, le nôtre, il était bon ou mauvais ?» Le S2 hausse les épaules et dit « Eh bien, vous êtes encore en vie, alors je dirais qu'il était bon. » Putain, j'en ai encore des frissons, rien qu'en y pensant. À ce jour, je ne sais pas pourquoi il s'est montré à nous, ou pourquoi il est resté avec nous si longtemps. Mais je me souviens du S2 qui disait que les bons protègent dès que les mauvais tuent, ou quelque chose dans ce genre-là. Je ne suis pas du genre à croire à ces trucs-là, mais il y a autre chose que je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas de quelle balle nous avons échappé, littéralement, mais pendant toute cette mission, je n'ai jamais eu une égratignure. En fait, aucun d'entre nous n'a été touché, et je peux te dire que ça a été chaud. C'était en décembre 2003. Les choses ont commencé à chauffer en février 2004, et Ramadi était complètement folle en avril quand les Marines sont arrivés. Mais malgré tout, je n'ai jamais été touché, pas une seule fois, par une balle ou autre. Alors, qui sait? Peut-être que quelque chose veillait sur nous. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé, pour vous abonner, aimer, partager. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous, quoi que vous traversiez.
et je vous verrai dans le prochain épisode.